Alors, nous sommes avec Nicolas Barrier du laboratoire d'excellence OT-MED. Oui. Nicolas, quelle est votre fonction dans ce laboratoire? Alors, je suis ingénieur de recherche en modélisation numérique. Ça veut dire que j'assiste les chercheurs du laboratoire d'excellence dans leurs travaux de recherche. Donc quand ils ont une problématique qui fait intervenir des modèles numériques, donc des programmes informatiques, ils font appel à moi, puis moi je les aide à développer leurs programmes, à leur fournir des outils de visualisation, de traitement de données, d'analyse de données, etc. Et sur quoi travaille OT-MED? Alors OT-MED, c'est un consortium de plusieurs laboratoires qui ont des problématiques, qui ont une problématique commune, mais multidisciplinaire. C'est-à-dire que vous allez avoir un laboratoire à Marseille, le MIO, qui va plutôt s'intéresser à l'océanographie en Méditerranée. Vous allez avoir le laboratoire IMBE qui va plutôt s'intéresser à l'écologie, à la biodiversité, etc. Vous allez avoir le CEREJ, par exemple, qui va être plutôt intéressé sur les problématiques du climat. Et tous ces laboratoires travaillent ensemble pour répondre à la question du changement global en Méditerranée. Donc c'est une approche multidisciplinaire. D'accord, parce qu'effectivement, la question du changement climatique se pose de manière de plus en plus précise et inquiétante. Exactement. L'approche du LabEx, c'est de combiner en fait, de réunir tous ces laboratoires pour aborder le problème à la fois de manière sociologique. Il y a aussi une partie un peu juridique pour savoir quels peuvent être les problèmes juridiques qui vont découler, par exemple au niveau des ressources, au niveau du droit, etc. Il va y avoir des gens qui vont plutôt s'intéresser à quelle peut être l'influence du changement climatique, par exemple sur le cycle du carbone, le cycle de l'eau, sur la biogéochimie marine en Méditerranée. Donc par exemple, si vous avez des changements climatiques, ça va influencer par exemple le cycle du nitrate, du phosphate terrestre. Ce nitrate va venir dans la mer ensuite et il va pouvoir ensuite modifier la biogéochimie marine. Et le LabEx, en gros l'idée c'est de faire travailler tout le monde ensemble pour répondre à des questions multidisciplinaires. Donc pour établir des modèles et pour voir prospectif et voir quel effet ça peut produire sur notre société. C'est exactement ça. Nos civilisations. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que c'est parfois contesté. Est-ce qu'on est sur des modèles maintenant qui sont basés sur des expertises avérées? Alors, si on s'intéresse au modèle climatique, puisque finalement la grosse problématique c'est celle-ci, c'est que les gens ils ont tendance à dire on ne peut pas faire confiance au modèle numérique. Alors il faut savoir que les modèles climatiques, quand ça a commencé, c'était juste un modèle d'atmosphère, donc en gros un modèle météorologique qui était utilisé pour faire des études climatiques. En fait, il faut faire la distinction entre météorologie et climatologie. C'est que la météorologie, c'est de la prévision à court terme, c'est à partir de l'état aujourd'hui, on va dire le temps qu'il va faire demain. La climatologie, c'est autre chose, c'est de dire, finalement, en fonction des gaz à effet de serre, du soleil, etc., quel va être le climat des 100 prochaines années, par exemple. Donc c'est plutôt une approche statistique moyenne. Et en fait, donc ces laboratoires de climat qui avaient été développés avant, c'était des modèles d'atmosphère. Puis après, on a rajouté une composante océanique. Puis après, on a rajouté la végétation. Puis après, on a rajouté la chimie de l'atmosphère, etc. Donc ces modèles-là se sont complexifiés. Et il se trouve que si on lit par exemple le premier rapport du GIEC, qui date, je crois, des années 90, les conclusions sont relativement les mêmes que celles du rapport du GIEC qui a été publié en 2015, à savoir que le réchauffement climatique actuel, il est principalement dû à des raisons anthropiques, donc à savoir l'émission de gaz à effet de serre d'origine humaine. C'est-à-dire qu'on a évoqué les hypothèses comme quoi c'était les variations solaires qui influençaient le climat. Cette hypothèse-là a été invalidée parce que le changement climatique dû aux variations solaires est trop faible pour expliquer ça. On a aussi dit que ça pouvait être dû exclusivement aux variations naturelles du climat. Ça aussi, ça a été invalidé par des expériences de modèles. Et du coup, finalement, avec des outils de plus en plus compliqués qui reproduisent de mieux en mieux la réalité, finalement, on a les mêmes conclusions qu'il y a 20 ans avec des outils un peu, entre guillemets, archaïques, en tout cas des outils beaucoup plus simples et beaucoup moins réalistes. Donc tout ça pour dire que finalement, on peut faire confiance aux modèles. C'est-à-dire que les modèles, c'est pas la vérité parce qu'il y a beaucoup d'approximations qui sont faites, mais ça donne quand même une vision qui est assez réaliste de ce qui pourrait se passer. Donc vous maniez quand même des notions très complexes
C'est un travail multidisciplinaire. Et là, vous êtes dans le cadre du Souk des sciences, dans une action véritablement de vulgarisation. Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que c'est simple pour vous, justement, d'essayer d'apporter des connaissances sur cette complexité-là? Alors, je pense que les gens ils sont en général très sensibles aux questions climatiques. Alors moi, aujourd'hui, au Souk des sciences, je parle principalement de pollution de l'eau. Donc, c'est-à-dire que j'explique aux gens que quand ils polluent une rivière, finalement, ils polluent plus qu'une rivière parce que le cycle de l'eau, c'est un cycle fermé. Et du coup, en polluant l'eau d'une rivière, ils vont finir par polluer les océans et ainsi de suite. Et les gens, ils sont très sensibles à ça. Et je pense qu'il faut juste leur expliquer avec des notions simples et leur faire voir les choses, donc avec des maquettes où ils peuvent visualiser les choses par eux-mêmes. Et je pense que les gens, ils ont conscience de ces problèmes-là. Et du coup, ils sont super intéressés. Je viens de discuter avec une dame pendant une demi-heure qui a pas mal de connaissances sur ces choses-là et qui justement est contente de voir que des chercheurs, des ingénieurs puissent leur montrer avec les mains, entre guillemets, des processus qui sont quand même assez compliqués. Donc la science et société, ça va pas mal ensemble. C'est parfaitement lié. Tout simplement parce que typiquement si on parle de l'eau douce, donc l'eau douce c'est une ressource aujourd'hui que les gens ils vont avoir tendance à considérer comme abondante, mais c'est pas du tout le cas parce que justement avec les pollutions, les ressources en eau douce risquent d'être de moins en moins disponibles et ça peut avoir de grosses répercussions géopolitiques par exemple, notamment si on regarde ce qui se passe dans le Nil. Finalement, un pays va mettre un gros barrage, du coup il va priver le pays qui est en aval des ressources en eau, etc. Et ça va se répercuter, et du coup c'est un gros enjeu géopolitique. A priori, l'enjeu géopolitique lié à l'eau va devenir prépondérant par rapport à d'autres enjeux géopolitiques. Et notamment, il y a aussi l'histoire des réfugiés climatiques. Les gens commencent à beaucoup s'intéresser à ce que va pouvoir donner en gros, un gros déplacement de population qui vont être soumis à des aléas climatiques de plus en plus importants. Alors, on parlait d'un laboratoire d'excellence. Oui. Est-ce que notre pays est encore en capacité de créer cette excellence, c'est-à-dire d'avoir des étudiants motivés qui se forment? La filière d'excellence est-elle au rendez-vous? Est-ce que les vocations scientifiques ne se tarissent pas? Alors, là, je vais donner une réponse un peu politique, parce que le problème de la recherche en France, selon moi, c'est que les concours CNRS, IRD par exemple, sont de plus en plus difficiles, ce qui fait que beaucoup de gens qui sont très qualifiés, qui sont très bons dans leur domaine, ils vont avoir du mal à trouver un poste permanent en France. Et du coup, il y a en général 3 cas de figure. Il y a ceux qui sont vraiment excellents, qui vont réussir à avoir le concours après 6-10 ans de postdoc, donc de contrat à durée déterminée. Il y en a d'autres qui vont complètement changer de filière. Et il y en a d'autres qui vont tout simplement partir à l'étranger. Donc le problème, c'est qu'on a des gens étudiants, on a des gens compétents, on a des cursus qui sont très, très bons. Mais par contre, après la thèse, en gros, on risque de se retrouver un peu précaire, à ne pas savoir dans quelle direction aller, parce que justement, on a conscience du fait que les concours sont de plus en plus durs, et du coup, on peut se poser la question de, est-ce que je tente ma chance ou pas? Oui, donc il faut vraiment réfléchir à toutes les échelles, la sensibilisation, éveiller l'intérêt des plus jeunes pour ces carrières-là. Ensuite, bien préparer les étudiants, mais ensuite leur donner de vraies perspectives. Exactement. De carrière. Et pour l'instant, je pense que ce qui manque, c'est justement les perspectives de carrière. Merci beaucoup.